Aujourd'hui, dans le podcast du Nouvel Automobiliste, l'histoire de la Citroën ZX, la première compacte moderne de Citroën. Nous allons vous en proposer 4 épisodes. Son histoire d'abord, ses succès sportifs, son épopée chinoise, et, alors qu'elle arrive en collection, les modèles qui peuvent être les plus intéressants à aller chiner. Premier épisode, une compacte révolutionnaire. Il faut se méfier de l'eau qui dort comme des voitures discrètes. Sous ses dehors timides, qui jurerait que la ZX est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires, qu'elle a conquis le désert autant que les routes de Chine, qu'elle proposait un comportement routier exemplaire et qu'elle s'est écoulée jusqu'en 2014? C'est un retour sur une Citroën qui vient tout juste d'entrer dans l'univers de la collection que nous vous proposons aujourd'hui. Pour comprendre l'histoire de la ZX, il faut revenir à sa catégorie, celle des compacts. Une gamme automobile, c'est comme un vestiaire pour un constructeur. Certains modèles sont des basiques, des exercices imposés. Et la carrosserie la plus incontournable de toutes, c'est sûrement la compacte. Qu'elle s'appelle aujourd'hui Citroën C4, DS4, Peugeot 308, Volkswagen Golf, elle est ce modèle bicorps de taille moyenne, entre 4,20 m et 4,40 m, qui ferraille avec presque tous les autres constructeurs autour de ce que l'on appelle le segment C, anciennement M1, le segment le plus couru de toute la production automobile. Pourtant, chez Citroën, les compacts, c'est très récent. La première vraie compacte moderne, c'est la ZX, qui fête en 2021 son 30e anniversaire, et c'est à elle surtout qu'est revenue la lourde tâche d'installer les chevrons au cœur de la mêlée. En effet, Citroën et les berlines moyennes, c'est une histoire contrariée, et ce, depuis les années 1960. À cette époque, la France jure par les modèles à 7 chevaux, et la gamme des chevrons possède alors un trou béant entre les bicylindres de 2 et 3 chevaux et les gammes ID et DS de 11 et 12 chevaux. Un programme homérique est alors entrepris pour tenter de combler ce manque. Son nom, Projet F. C'est la dernière Citroën signée Bertoni. Cette F doit être déclinée en 4 motorisations, bicylindres, 4 cylindres à plat, 4 cylindres en ligne, rotatif comotor, mais aussi 2 suspensions, barre de torsion latérale ou hydropneumatique, et ce, tout en embarquant un haillon ainsi qu'un procédé inédit de soudage des côtés de caisse avec le pavillon. Un brevet, hélas très proche, a été déposé par Renault pour sa Renault 16, qui fera que Citroën abandonnera le projet. Ce projet est donc abandonné en 1967, alors que son industrialisation commençait. C'est un cas presque unique dans l'industrie automobile. Un successeur est donné au projet F, ce sera en 1960 la GS, qui deviendra la première véritable compacte de l'histoire de Citroën. Une taille contenue en 4,12 m, une silhouette aérodynamique, un bel espace à bord, cette GS a tout pour plaire, sauf l'absence d'un haillon qui ne sera compensé qu'en 1975. En 1982, la remplaçante de la GS, entre-temps devenue GSA, c'est la Citroën BX, qui s'allonge, 4,23 m désormais, au point de devenir la nouvelle berline familiale de la marque. À nouveau, un vide se creuse entre une offre citadine, qui est partagée entre la Visa, la X, l'Axel et la 2 chevaux, et au-dessus, la BX puis la CX. Alors qu'en face, la concurrence s'installe. Volkswagen, dès 1974, a lancé la Golf. Renault a lancé sa 14 2 ans plus tard. Et chez les cousins de PSA, on trouve les Talbot Horizon et Peugeot 309. Bref, il n'y a que Citroën qui manque cruellement d'une compacte parmi les constructeurs généralistes. Citroën est conscient de ce problème et va s'engager à le combler en 1985. C'est le programme N2 qui est lancé. Et pour cela, il faut d'abord s'intéresser au style. Après avoir fait preuve d'une créativité esthétique à toute épreuve, Citroën s'est enfoncé dans une léthargie stylistique après le lancement de sa BX, exception faite du lancement de la ligne originale de la XM en 1989. Pour le commun des mortels, les chevrons n'ont de sauvage que leur slogan, et ce malgré le talent de designers internes reconnus comme Carl Olsen, Arthur Blakesley ou Dan Abramson qui se succèdent à la tête des chevrons. Il faut dire qu'à l'époque, la vraie direction se trouve au marketing, qui décide du style, dicte qu'il faut plaire au plus grand nombre, et met en concurrence les designers de Vélizy avec ceux du carrossier Bertone. Ainsi, le programme N2 lancé en 1985 trouve ses lignes d'un travail conjoint entre les équipes de Marc Deschamps côté Bertone, à qui l'on devra plus tard la Citroën Zabrus, et côté Chevron, de Donato Coco, le jeune responsable du style des petits modèles et utilitaires légers. Berton imagine d'abord un style inspiré par la XM, qu'ils viennent de signer,
alors en cours de finalisation, avec le même décroché latéral et des optiques extrêmement fines. Le dessin côté Citroën est plus banal, mais aussi plus musclé, de trois quarts arrière, avec un aspect assez trapu. De cette collaboration aboutit un style consensuel, lisse, discret, mais surtout moderne et aérodynamique. Les portes sont autoclaves, les ailes sont rapportées, tout cela permet un CX de 0,30 et on notera l'absence de calandre en phase 1 de 1991 à 1994, comme sur une BX ou sur une certaine DS. À bord, l'efficacité prime sur la fantaisie. Le volant monobranche a bien été proposé par Bertone, mais il est remplacé par un modèle très conventionnel. Malgré un restylage en juillet 1994, la ZX conservera toujours un design assez timide. Mais l'essentiel est atteint, les ventes suivent sans faiblir et franchissent le million d'exemplaires produits dans l'usine d'Aulnay-sous-Bois dès février 1995, 4 ans seulement après son lancement. Mais alors, quel truc la ZX peut-elle avoir en plus? Pour le savoir, c'est qu'il faut en prendre le volant, car son secret est dans son train arrière. Comme souvent dans son histoire, Citroën tire son épingle du jeu sur le terrain du confort grâce à une tenue de route diabolique obtenue par l'essieu arrière autodirectionnel programmé. Celui-ci permet au train arrière de braquer dans le sens des roues avant, ce qui garantit une parfaite stabilité en virage et supprime l'inertie du train arrière. Le tout sans électronique. Ingénieuse et peu coûteuse, cette innovation utilise à chaque extrémité de l'essieu deux cales en caoutchouc fixées sur de petits longerons. Selon la pression subie lors des virages, ces quatre cales font alors plus ou moins pivoter horizontalement le cadre de l'essieu. De quoi enrouler les courbes sans difficulté, un atout aussi redoutable pour les fans de conduite sportive qu'au quotidien pour tous les conducteurs qui peuvent goûter une tenue de cap sans pareil dans le segment. Les qualités de ce châssis sont portées à leur maximum en 1996, avec la motorisation 2 litres 16V 167 chevaux et ses 193 Nm de couple. Seule la boîte 5 rapports, seulement, souffre la critique, et malgré un agrément au moins égal à celui d'une 306 S16 équipée du même moteur, la ZX 16V ne sera produite qu'à 558 unités jusqu'en 1997. Pourquoi? Probablement à cause de l'absence de publicité autour de son potentiel et à cause du crépuscule de vie de cette ZX. En effet, à la fin de l'été 97, après deux séries spéciales ultimes, Tentation et Athéna, la ZX prépare sa sortie de scène européenne. Enfin, elle ne disparaît pas totalement. L'Axara qui lui succède lui doit beaucoup. Elle lui emprunte notamment ses moteurs 1,4 litre et 1,8 litre essence, son 1,9 litre diesel et turbo diesel, pour un format en très légère hausse, 10 cm de plus, qui porte la longueur à 4,17 m. Les trains roulants sont repris, notamment le fameux essieu autodirectionnel à l'arrière, alors que le style, lui, connaît une franche évolution. Sans être aussi audacieux que les productions qui arriveront dans les années 2000, le style de l'Axara tranche par ses courbes assumées qui remplacent une ZX dont les lignes tendues avaient fait leur temps sans vieillir précocement. La production de la ZX cesse en Europe dans l'usine de Vigo en 1998. Retrouvez cet article dans le numéro 82 de mars et avril 2021 du magazine Citroscopie sous la plume de François Mortier, qui est également la personne qui vous prononce ce podcast. Bonne route et à bientôt avec le nouvel automobiliste.